L'irrigation est une pratique qu'on retrouve dans différentes cultures au Québec. Toutefois, certaines productions agricoles qui par le passé n'utilisaient pas couramment cette pratique se tournent tranquillement vers l'irrigation. Une de ces productions est celle du bleuet sauvage cultivé. Nous avons donc visité la ferme JMDSL à Lamarche, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour discuter de cette pratique avec Nicolas et Maxime Larouche, copropriétaires de l'entreprise. Nous leur avons demandé d'où était venue l'idée d'être en mesure d'irriguer leurs champs de bleuets. L'entreprise a été démarrée en 1987 par Dominique et Sylvain Larouche. Ça a été nous, on a acheté environ 5 ans, un transfert. Ensuite, l'entreprise a environ 2600 acres en bleuet au Lac-Saint-Jean. Ensuite de ça, au Témiscamingue, on a à peu près 1500 acres en bleuet aussi. 100 000 plants de camerise. Puis aussi, on fait avec une autre entreprise, on fait des mégachilles pour la pollinisation du bleuet. On est 4 à l'année, les 3 propriétaires plus notre gérant du Témiscamingue. Puis ensuite, dans la saison des bleuets, on doit être environ, avec les travailleurs étrangers puis la récolte, une soixantaine, je pense, environ. Pour le Lac-Saint-Jean, environ, c'est entre 3 et 4 millions de livres qu'on récolte. Notre record, c'est 4,2. Ensuite, pour le Témiscamingue, ça joue dans les alentours de 1 million de livres plus le frais, là, environ. Comment voient-ils l'ajout de l'irrigation dans la croissance de leur entreprise? Bien, il y a le gel de fleurs, là, que des fois que ça fait un gros impact. Là, fait qu'il y a ça qu'on fait un petit bout de... La seule façon de pouvoir peut-être aider à que ça gèle moins au complet, bien moins, c'était ça. Puis aussi, c'est qu'on voulait pas regrandir plus, mais essayer d'augmenter le rendement qu'on a déjà. La protection contre le gel sur de telles superficies apporte des défis techniques. Quelle était leur perception initiale de l'ampleur du projet? Oui, on avait une idée parce que quand on a fait compter là, juste les longueurs de tuyaux, on parle de 500 km de tuyaux. Là, pour l'instant, on aurait environ 50 km de posée. Fait qu'il nous en reste encore 450 km à poser. Malgré l'importance de ces travaux, être en mesure d'irriguer contre le gel dans cette production est un enjeu crucial. T'sais, comme l'année passée au Témiscamingue, on a perdu la récolte au complet. On n'a rien récolté. Ici, des années que ça a gelé, on a ramassé 400 000 livres. Ça peut aller 1 million que ça dépend comment ça gèle, mais ça peut être même la perte totale, là, dépendant de quand ça gèle dans le stade de la floraison, puis après ça, comment c'est fait froid aussi. On espère avoir une production plus stable vu pour le gel, puis des fois les sécheresses. Puis aussi, il y a les températures qui sont beaucoup... c'est des grosses chaleurs, c'est moins égal que c'était, on dirait, avant. Fait qu'on espère, c'est dans le but de contrôler un petit peu ce côté-là pour être capable d'être plus égal. Puis on pense être capable d'augmenter le rendement. C'était ça le but. Là. Être en mesure d'installer le bon système pour répondre aux besoins est une chose, mais avoir l'approvisionnement en eau nécessaire pour l'alimenter en est une autre. Nicolas nous explique de quelle manière ils ont relevé le défi de l'approvisionnement en eau. Bien, nous autres, on était chanceux. Là. Il y avait le cours d'eau, le Péribonca, qui passait là, à côté de nos terres. Fait qu'alors, c'est un cours d'eau assez important. Puis ce cours d'eau-là, personne ne prenait d'eau dedans. De le droit environ à prendre 15 là, d'un cours d'eau. Puis on est les premiers à faire une demande pour ce cours d'eau. L'entreprise JMDSL met progressivement en place un système de pompage impressionnant pour répondre à une partie des besoins d'irrigation sur leurs terres dans la région de Lamarche. Nicolas nous fait visiter leurs installations récentes. Moi, dans le fond, mon circuit est tout le temps en charge. Fait que dans le fond, là, puis s'il y a un problème, ben j'ai un routeur cellulaire qui m'envoie des signaux. Fait que on pourrait dire que oui, c'est automatisé. Tout est électrique, puis dans le fond, on est alimenté par Hydro-Québec. Ben la pompe aux côtés de moi, c'est une pompe de 250 HP électrique. Elle peut pomper jusqu'à 3000 gallons minute. Puis nous, on parle à plein potentiel, mais qu'on ait nos 9 pompes, on parle de 27 000 gallons minute qui va sortir de cette station. Pour couvrir une superficie de 60 à 70 pour le gel.
mais 100% pour l'irrigation. Un débitmètre est aussi utilisé dans cette installation. Cet appareil, en plus de répondre à une exigence réglementaire, permet d'obtenir des précieuses informations en lien avec la gestion de l'eau d'irrigation, comme la présence de fuites, de colmatage et une connaissance précise des volumes d'eau réellement utilisés. Bien, comme on peut le voir à côté de moi, là, le morceau de tuyau qui est blanc, ça c'est le débitmètre, là, c'est le compteur d'eau. Ça, c'est exigé par l'environnement. C'est pour savoir quelle quantité d'eau on prend dans le cours d'eau. Puis, il faut s'imaginer que plus tard, il va en avoir 3. Là, on en a un pour l'instant. Mais c'est sûr que dans les futures années à venir, les 2 autres vont s'installer. De retour au champ, nous questionnons Maxime sur leur régie d'irrigation à la ferme, mais également de leur volonté d'acquérir de nouvelles connaissances pour optimiser cet aspect de leur entreprise. Les épisodes d'irrigation effectués sur l'entreprise correspondent à une hauteur de 8 mm. Une quantité équivalente à 16 mm d'hauteur d'eau est donc appliquée aux 2 jours dans ce contexte. Nous autres, c'est sablé pas mal. Là. Il y a un petit peu de torsion, de poisson tombe direct dans le sable. Fait que l'eau, elle reste pas beaucoup dans le sol. Mais comme c'est là, je pense qu'on irrigue à peu près aux 2 jours, un petit peu aux 2 jours, là, toute les nuits. On décolle fin juin à cause que dans le temps des fleurs, là, quand c'est en bouton, il ne faut pas appliquer d'eau à cause que pour la pourriture sclérotique. Puis là, on a un petit peu dans la floraison, on peut décoller, mais c'est plus après la floraison qu'on se démarre. Peut-être la technique va changer avec les années, mais comme c'est là, c'est ça. Puis l'année passée, on a irrigué juillet à août. Puis on a gardé ces champs-là pour la fin, pour des fois qu'il y avait un gel d'automne, on était capable de le protéger une partie. Mais c'est de même un petit peu, là, ça finit normalement fin août, début juillet. Plusieurs outils d'aide à la décision en gestion de l'irrigation peuvent être mis à profit sur une entreprise agricole. Le tensiomètre en est un très utile qui permet de mieux connaître les moments de déclenchement des épisodes d'irrigation pour le contexte dans lequel il est installé. Cet outil donne une valeur de tension qui représente la force à laquelle l'eau est retenue par le sol. Une augmentation de la tension de l'eau dans le sol diminuera donc sa disponibilité à la culture. Là, on a une station météo aussi avec une sonde de sol. L'année prochaine, normalement, on va regarder ça mettre des tensiomètres pour être capable d'avoir un meilleur contrôle aussi. Là, on y va un petit peu aussi avec ce qui annonce dans la pluie. On va avoir un pluviomètre qui va être mis sur la station aussi pour quand il mouille que la station ne démarre pas. C'est des programmes qui sont mis la nuit, tant d'heures pour chaque ligne. Puis c'est sûr que c'est en début, là, mais on essaye de s'améliorer puis de mettre de l'eau quand ça a le bon temps le plus possible. Qu'en est-il pour la protection contre le gel? On a la station qui a une sonde de température, elle a des alarmes, mais aussi, je te dirais qu'on est pas mal la nuit, on se réveille, puis on guette, puis on regarde, puis quand ça approche, quand on est rendu à 2 degrés, là, on commence à s'approcher de la bleutière pour venir démarrer ça, là, puis on décolle, puis on prend pas de chance, là, tant qu'à l'avoir, on décolle plus que moins. Là. L'irrigation de leur champ de bleuets est récente dans l'histoire de l'entreprise. Quel est leur constat jusqu'à présent? L'année passée, on a irrigué la production pour la première année. J'espérais avoir un petit peu une plus grosse augmentation. Ça a été moins que je pensais. Mais avec ce qu'on a lu un petit peu dans les maritimes qui se fait, ils disent que c'est encore plus gagnant d'irriguer la végétation puis ensuite avoir la production. Là. Fait qu'on va voir plus cette année là, comment que ça va faire. Là. La ferme JMDSL participe également à un projet de l'IRDA pour être en mesure de déterminer les besoins en eau de la culture de bleuets sauvages cultivés, afin d'accompagner les producteurs dans leur prise de décision en gestion de l'irrigation. C'est l'IRDA qui ont mis des stations météo pour le besoin en eau des plants de bleuets. C'est sûr que là, ils font des bulletins tous les semaines. C'est bon pour nous. Moi, quand je regarde avec ce qu'on a irrigué, puis là, je regarde des bulletins, puis là, ça me dit « Ah, c'était pas si pire, on est correct, on continue de même comme on fait. » Mais c'est sûr que ça nous aide, là, ça a été bon. Là. Puis on va apprendre plus aussi sur la plante. Là. Prenons quelques minutes pour faire connaissance avec le bulletin auquel fait référence Maxime Larouche. Il s'agit d'un bulletin qui rapporte des prévisions du risque de sécheresse agricole dans un contexte de bleuets sauvages cultivés. Ce bulletin est produit dans le cadre du projet intitulé « Renforcer la résilience du secteur du bleuet sauvage cultivé aux épisodes de sécheresse en développant une approche pour évaluer la vulnérabilité au stress hydrique dommageable ». Ce projet est mené par l'équipe de gestion de l'eau en production végétale de l'IRDA, la même équipe qui a produit la webtrine que vous regardez en ce moment. 30 entreprises participent à ce projet, et la production d'un bulletin utile au secteur en constitue un volet important. Pour être utile, ce bulletin doit être représentatif de la diversité des entreprises. C'est pourquoi les 30 sites ont été répartis géographiquement dans les principales zones de production du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un effort particulier a également été fait pour couvrir les différentes séries de sols présentes dans la région. Le projet a débuté en 2024 et se poursuivra jusqu'en 2028. Les premiers bulletins ont été produits en 2024 et étaient destinés aux 30 entreprises participantes.
En 2025, le contenu des bulletins a été bonifié et ceux-ci désormais accessibles à l'ensemble des producteurs de bleu nain du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je peux déjà m'avancer en vous disant que les bulletins 2026 profiteront aussi d'une bonification. L'un des objectifs principaux de ce bulletin est de servir d'outil pour évaluer et anticiper le risque de stress hydrique afin de soutenir une gestion plus proactive de l'eau en contexte de production. Le bulletin repose sur le principe du bilan hydrique, qui peut être comparé à un compte bancaire d'eau dans le sol. Les précipitations et l'irrigation représentent des dépôts, tandis que la consommation de la culture correspond à des retraits. Tant que le sol contient suffisamment d'eau pour répondre à la demande quotidienne de la plante, qui est dictée par l'évapotranspiration, tout va bien. L'évapotranspiration pourrait être décrite comme une traduction de l'intensité d'une journée pour une plante. Plus il fait chaud et sec, et plus le prélèvement en eau de la plante sera important. En l'absence d'apport, le sol s'assèche progressivement, plus rapidement dans les sols sableux que dans les sols laumeux, jusqu'à ne plus pouvoir soutenir les besoins de la culture, ce qui entraîne un risque de stress hydrique. Maintenant, comment lire ce bulletin? Celui présenté à l'écran a été produit et diffusé le 14 juillet 2025. Le cœur du bulletin, c'est le tableau synthèse. Parcourons-le de gauche à droite. La première colonne site présente 10 localités. Saint-Thomas-Didyme apparaît en tête de liste. C'est aussi le site le plus à l'ouest de la région. En descendant dans la colonne, on se déplace graduellement vers l'est, jusqu'à Saint-Honoré. La colonne suivante indique la texture représentative du sol pour chacun des sites. Cette information est importante puisque la texture influence directement la vitesse à laquelle le risque de stress hydrique augmente. Vient ensuite la section pluie totale, où l'on retrouve 3 colonnes. Les précipitations sont mesurées directement sur chacun des 10 sites à l'aide de pluviomètres. La première colonne indique le moment où les mesures de précipitation ont débuté pour la saison en cours, soit le jour 1. Vient ensuite le cumul des précipitations depuis ce jour 1. Enfin, la troisième colonne indique les précipitations mesurées durant les 7 derniers jours à partir de la date de parution du bulletin. La colonne intensité du prélèvement en eau de la culture s'appuie sur le suivi du statut hydrique du sol réalisé dans chacune des bleuetières. Cette intensité évolue au fil de la saison et reflète le développement du plant ainsi que sa demande en eau. Enfin, la dernière colonne présente la prévision du risque que la culture subisse un stress hydrique dans les 5 jours suivant la parution du bulletin. Pour établir cette prévision, les données météorologiques sont utilisées afin de produire des estimations d'évapotranspiration, ce qui permet d'évaluer l'assèchement attendu du sol en l'absence d'apport d'eau. Même en contexte non irrigué, ce bulletin peut être utile pour se familiariser avec le risque de sécheresse agricole, de savoir quand la culture est à risque, pourquoi elle l'est, et à quel point ce risque est partagé à l'échelle régionale. Maintenant, il doit être utilisé comme un outil de surveillance. Pour les sites qui irriguent, l'étape suivante est de valider ce que le bulletin suppose. Validation qui peut être réalisée avec un tensiomètre, on en parle aussi dans la vidéo. Lors de notre visite, on a pu réaliser un diagnostic de la performance d'une section du système d'irrigation. Cette pratique permet de faire ressortir d'éventuelles problématiques d'uniformité d'application de l'eau et du bon fonctionnement des différentes composantes du système. Vu que l'IRDA sont ici pour le recherche puis le test, ils ont fait un diagnostic de le système d'irrigation, fait qu'on va savoir un petit peu plus si il est comme on pensait, s'il est moins bon, meilleur. Là. Ça va nous donner une bonne idée s'il est efficace comme il faut. Les résultats du diagnostic de la performance du système d'irrigation démontrent des valeurs typiques des systèmes par aspersion, soit de la variation des hauteurs d'eau appliquées dans les champs. Les résultats ont aussi révélé une bonne uniformité des pressions mesurées au gicleur lors de l'irrigation. Le graphique représente le taux d'application d'eau en millimètres par heure mesuré pendant une durée définie d'un épisode d'irrigation. Des contenants sont installés de manière à quadriller une section du champ entre les gicleurs et ces derniers captent l'eau d'irrigation. Plus la couleur s'approche du jaune, plus le taux d'application est élevé. Cette image permet d'apprécier l'uniformité d'application de l'eau. Dans la première phase, on a une autre phase qui est en cours d'être faite. Il y a 200 dogs, c'est sûr que s'ils trouvent des points négatifs un petit peu comme le système est monté, puis on est capable de le modifier pour les autres phases, c'est sûr qu'on va prendre en considération les recommandations. Maxime nous résume les différentes pratiques mises en place sur leur entreprise pour les aider dans la régie de l'irrigation. Là, maintenant, on a la station météo avec une sonde de sol. Ultérieurement, ça va être des tensiomètres au champ pour être capable d'avoir une meilleure vision du sol. Après ça, on regarde la météo aussi, ce qu'il annonce. Plus les bulletins de l'IRDA nous donnent une bonne idée aussi pour ce qui s'en vient un peu aussi, puis ce qui a été fait dans la semaine avant. Là. On est capable de voir un petit peu si c'est correct. Normalement, ça a l'air quand même pas si mal. On se tient quand même dans le vert. Comme nous venons de le voir, la production de bleuets sauvages cultivés démontre des avantages à utiliser l'irrigation. Que ce soit contre le gel ou le stress hydrique,
Cet aspect de la production gagne à mettre en place des pratiques de gestion de l'eau comme la tensiométrie, le bilan hydrique, le diagnostic de la performance de systèmes d'irrigation, ainsi que la mise à profit des connaissances d'experts dans ce domaine.